Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et dans le mot, les vraies voix responsables, il y a responsabilité. Un mot qui doit revenir assez souvent dans cette émission. Comment recycler les déchets qu'on produit? Enjeu crucial dans la lutte pour la planète et surtout alors que certaines ressources se raréfient. Alors, tout déchet confondu, le taux de recyclage est passé de 48 à 50% entre 2010 et 2020 selon le Commissariat général au développement durable. Un progrès permis par l'amélioration des collectes municipales, les fameux containers pour nos emballages usagés. Alors comment aller plus loin? On va en parler avec nos invités. Attention, c'est une vraie colonie ce soir. Jean Ornin est avec nous, directeur général de Citeo, spécialisé, en tout cas une entreprise à mission. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Mathieu Iblot, directeur délégué d'Eco-Minéraux, spécialiste de recyclage et de valorisation des déchets de chantier et du BTP. Bonsoir. Bonsoir. Geoffroy Séculat, dirigeant de l'entreprise Bourgogne Recyclage, une entreprise de surtri. C'est l'avenir du tri pour améliorer encore la collecte et trier les différents types de plastique, notamment pour les rendre recyclables. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous nous écoutez, c'est bien. Mais on est à distance, c'est pour ça. Jean Ornin, non pas Jean Ornin, Jean-Charles Caudron, directeur de la supervision des filiales à l'ADEME, l'Agence pour la défense de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Bonsoir. Bonsoir. Et Sylvain Guinaudy, coprésident du groupe de travail déchets de l'Association des maires de France et président du SMICVAL, syndicat mixte intercommunal de collecte de la valorisation du Libournais et de la Haute-Gironde. Bonsoir. 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 Et vous n'oublierez pas de nous envoyer votre carte de visite, j'ai hâte de la voir. Soyez les bienvenus, c'est les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et on va démarrer par vous, Jean Ornin, vous êtes directeur général de Citeo, parce que finalement on a l'impression que le tri, on a l'impression que l'écologie, que l'environnement, que tous ces mots-là, c'est très récent. Et en fait, vous êtes une entreprise à mission, mais qui date aujourd'hui. Oui, parce qu'elle a un peu plus de 30 ans. Et à l'origine, il y a un monsieur qui s'appelle Antoine Riboud, qui était le grand patron de Danone. Ouais. Et il avait dit, d'ailleurs dans les années 70, la responsabilité des entreprises ne s'arrête pas aux portes des bureaux et des usines, elle porte une responsabilité environnementale. Il faut qu'on recycle nos emballages. Et en fait, ça a démarré, parce qu'il y avait aussi un ministre à l'époque, Brice Lalonde. Donc au début des années 90, a été créé Eco-Emballage, qui est devenu Citeo, et qui est une entreprise à but non lucratif. On n'a pas d'objectif de profit. Et en fait, cette chose-là, c'est que les entreprises doivent assurer la fin de vie de leurs emballages. Une fois qu'elles vous ont vendu une canette, une bouteille, etc., ça s'arrête pas là. Il faut vous assurer les conditions dans lesquelles on va pouvoir la collecter, la recycler et en refaire, alors soit un emballage, soit d'autres matériaux. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et si on fait un état des lieux aujourd'hui ? Alors si on fait un état des lieux sur les emballages, vous avez des chiffres importants. Ah oui, sur vos emballages ménagers aujourd'hui, donc vous avez 80 000 entreprises qui, à chaque fois qu'elles vendent un produit, que ce soit une canette, une bouteille, va financer, donc va nous donner des sous, c'est quelques centimes d'euros par emballage, qui vont faire 1,5 milliard. Et avec le 1,5 milliard, on va notamment payer les collectivités locales pour qu'elles assurent la collecte à travers le bac jaune et le bac de verre. Et aujourd'hui, le taux de recyclage de vos emballages ménagers en France, c'est 67%. Précisément. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Après, c'est bien. C'est bien parce qu'on est parti de zéro. Après, c'est pas assez par rapport à ce qu'on veut atteindre. Le but, c'est 100%. Et après, c'est 100%. Et par ailleurs, sur ces 67%, faut distinguer les matériaux. Le verre, on est à 86, 87%. On est très bon sur le verre depuis toujours. Sur le plastique, on est à 30%. Donc, on est moins bon. Et l'autre différence, c'est que dans des endroits, comme le SMICVAL, dans nos régions, un peu, on est plutôt bon, proche de la campagne. En revanche, dès qu'on se rapproche de nos métropoles, etc., on n'est pas bon. Donc Paris, Marseille, tout ça, on est assez moyen. Pourtant, c'est les endroits où on consomme le plus, et là, on trie le moins. En moyenne, juste pour vous donner un dernier chiffre, un concitoyen, il trie à peu près 70 kilos d'emballage et de papier chaque année. Ça, c'est la moyenne française. Si vous allez vers Brest, vers la Vendée, vers l'Est et l'Ouest, on va monter à 100 kilos. Donc, ils sont très bons. Oui. Et si on va se rapprocher d'ici, on va être de l'ordre de 40 à 50 kilos. Donc, on est beaucoup moins bon. C'est Philippe David, trop, je le dis, arrête pas de le dire. Mais moi, j'aide nos agriculteurs. Mathieu Iblot, vous êtes directeur délégué d'Eco-Minéraux. Vous, là, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui mettent leurs canettes ou leurs bouteilles en plastique dans le bac. Vous, c'est les entreprises, notamment la valorisation des déchets de chantier et du BTP. Ça progresse bien aussi dans ce domaine ? Alors, c'est tout nouveau. Sur le modèle que Citeo a mis en place il y a une trentaine d'années, il y a eu ce choix aussi de faire en sorte que les produits du secteur du bâtiment, en fin de vie, trouvent également en fait un
réseau de reprise et qu'on puisse faciliter finalement cette reprise aussi, parce que ça peut être une contrainte pour l'artisan au quotidien, le professionnel du bâtiment, à trouver un point de reprise de proximité. Et surtout, c'est de rendre ce service gratuit. Ce qui a été constaté malheureusement, c'est encore beaucoup de dépôts sauvages un peu partout en France, un véritable fléau. Et pour lutter contre celui-ci, c'est de faire en sorte que la reprise, elle est gratuite, dès lors que le déchet, à la sortie du chantier, il est trié. Et c'est ça qui va faire progresser les filières de recyclage et de valorisation du secteur du bâtiment. Sylvain Guinaudy, vous êtes coprésident du groupe de travail déchets de l'Association des maires de France et président du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais de la Haute-Garonne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Haute-Gironde, hein, attention, parce que là, c'est querelle de clocher entre les deux. Là, les Libournais et les Toulousains. Attention. Il y a une histoire. Aujourd'hui, si on fait un état des lieux, forcément sur les maires de France, sur les communes, est-ce que la pédagogie est suffisante ou est-ce qu'il faut quand même remettre un coup de fouet, si j'ai envie de le dire comme ça? Ah oui. Il faut toujours mettre le sujet sur le métier si on veut être efficace. Effectivement, Jean l'a dit, le taux de collecte et donc de valorisation derrière, il varie suivant les territoires, suivant la densité de population. Effectivement, au milieu urbain, on a un sujet, et il est bien connu, c'est ce qu'on appelle la collecte hors foyer. C'est ce qui est acheté ici dans une boulangerie, là dans un truck stop. Voilà, tout ce qui est en dehors du foyer. Ce que l'on voit, c'est que quand on demande à nos habitants dans le foyer de trier, ils le font plutôt bien, qu'importe les flux. Que ce soit le fameux bac jaune où on y trouve aujourd'hui les pots de yaourt qu'on n'avait pas hier. C'est aussi des choses qui sont nouvelles partout en France. Maintenant, on a les mêmes consignes de tri. Donc là, on est plutôt efficace quand on est au foyer sur les films plastiques, sur les bouteilles en plastique, sur le verre. Et aujourd'hui, parfois même dans certains secteurs, sur les biodéchets, vous savez, les restes alimentaires, aujourd'hui, on peut leur redonner une valeur et ça a une véritable valeur pour venir enrichir les sols. Donc, quand on passe la consigne à nos habitants, ils le font plutôt bien. Et donc, il faut continuer à communiquer, à faire œuvre de pédagogie. Et pour être très clair, pour pouvoir le faire, on a aussi besoin de moyens, puisque dans le déchet, c'est la fiscalité qui finance le déchet. Et la responsabilité élargie des producteurs. C'est comme ça que ça s'appelle dans ce jargon. C'est-à-dire que ceux qui mettent sur le marché, ils participent financièrement à accompagner la démarche en termes de communication, de prévention, mais aussi en termes de collecte et de traitement. Eh bien, on a aussi besoin de ces moyens-là pour pas qu'ils reposent exclusivement sur les habitants de nos territoires. Geoffroy Sécula, vous êtes dirigeant de l'entreprise Bourgogne Recyclage. On a parlé particulier, entreprise. Vous, c'est une entreprise de surtri. Alors, le surtri, c'est quoi? C'est comme la surmultiplier sur une boîte de vitesse? Expliquez-nous. Alors effectivement, on a un centre de surtri qui est basé à Beaune, en Côte d'Or, avec un investissement qui a été porté par Citeo en grande partie, un peu plus de 20 millions d'euros, et par notre entreprise pour environ 6 millions d'euros. En fait, il existe environ 120 centres de tri en France pour trier la poubelle jaune. Sur ces centres de tri, on va séparer les cartons, les papiers, les aciers, les aluminiums, et on va faire un mélange de plastique rigide. Et c'est ce mélange de plastique rigide qui s'appelle flux de développement qui va être orienté vers des centres de tri spécialisés. Donc aujourd'hui, il y en a 3 qui existent en France, dont le nôtre. Et notre boulot va être de séparer les différentes résines de plastique. Donc on trie sur ce centre à Beaune environ 30 000 tonnes d'emballage plastique rigide par an, qui sont apparus notamment grâce à l'extension des consignes de tri. Et on va séparer 7 résines de plastique différentes qui vont être acheminées derrière vers les recycleurs. Alors le super patron de tout ça, c'est Jean-Charles Caudron, j'ai l'impression, parce que directeur de la supervision des filières à l'ADEME, qui est l'agence de transition écologique. Vous êtes au-dessus, vous avez une vision panoramique de l'industrie en général, de monsieur et madame tout le monde, donc il faut gérer tous ces flux. Et les élèves de ce soir sont-ils bons aussi quand même? Oui, c'est ça. Alors on va pas donner de notes, il est peut-être un peu tard pour donner des notes. Non, globalement, je rejoindrai ce qui a été dit. Effectivement, nous, on a ce rôle de supervision à tous les niveaux et d'accompagnement des acteurs. Je pense que c'est aussi important de parler de l'accompagnement des acteurs. Les filières progressent, et ça, c'est indéniable. Il y a des beaux succès, comme l'a rappelé Jean Renin.
Par contre, on ne peut pas se satisfaire effectivement d'avoir des taux élevés. Même si on progresse, il faut continuer à progresser. Avec des filières, pardon, je vous coupe, avec des filières pour lesquelles c'est plus facile que d'autres, hein, c'est important de le dire aussi. Alors, il y a des filières pour lesquelles c'est plus facile que d'autres. Il y a des filières aussi sur lesquelles, j'allais dire, il faut qu'on fasse bien porter la responsabilité sur tout le monde. Je vais revenir sur nos auditeurs, les citoyens. Moi, j'entends souvent dans mon entourage, oh, c'est pas grave, si je l'ai pas mis dans la bonne poubelle, il y a bien quelqu'un qui le récupérera. Je pense qu'il faut arrêter cette notion de petit lutin magique. On vient de passer Noël, qui viendra rattraper un peu toutes les erreurs qui ont été faites. Toute la technologie qui vient d'être évoquée là, elle fonctionne si on l'a mis dans le bon bac. Si vous mettez dans le bac jaune comme c'est demandé, il n'y aura pas de problème derrière. Par contre, si vous le laissez dans la rue, il ne faut pas espérer qu'il y a quelqu'un qui va venir le ramasser, qui va l'envoyer vers l'usine de recyclage de Monsieur Sécula. Si vous le mettez dans votre poubelle, dans votre compost, il n'y a personne qui ira le rechercher. Donc il y a déjà une notion, je pense, de conscience des acteurs. On verra les autres gestes qui peuvent être faits, mais déjà sur le geste de tri, il faut que le geste de tri il devienne un geste réflexe. On ne peut pas se permettre de dire « Oh bah cette fois-ci c'est pas grave, je jette par la fenêtre, je le jette dans la poubelle tout venant ». Il y a vraiment cette notion de responsabilité là aussi du consommateur citoyen trieur qui doit se dire « Je ne peux pas déresponsabiliser sur l'entreprise, sur Citeo, sur la collectivité ou sur des super outils industriels qui ont été mis en place ». C'est le premier acteur. Et après, c'est notre responsabilité collective, une fois qu'il a fait ce bon geste, d'atteindre les bonnes performances de tri et de recyclage telles qu'elles ont été évoquées. Eh ben, vous bougez pas, on fait une petite pause parce que c'est la loi aussi de la radio. Une petite pause, on reviendra dans un instant pour voir d'abord ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui reste encore à faire et finalement l'objectif zéro, c'est pour quand? Parce que ça c'est la grande question aussi que l'on s'en pose. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h. C'est Stéphane Simon, je vous souhaite une très bonne année 2025, des petites, des grandes surprises, mais surtout des bonnes surprises avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue ce soir dans les vraies voix responsables avec Jean Ornin qui est avec nous, directeur général de Citeo, Mathieu Hiblot, directeur délégué d'Ecominero, Geoffroy Sécula qui est dirigeant de l'entreprise Bourgogne Recyclage. Allez-y, finissez parce que on continue avec Sylvain Guinaudy, coprésident du groupe de travail déchets de l'Association des maires de France et président du SMICVAL, syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais et de la Haute-Gironde. Et enfin Jean-Charles Caudron, on va dire le superviseur, directeur de la supervision des filières à l'ADEME, l'Agence pour la défense de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Alors on voit que là il y a un travail énorme qui est fait du point de vue je disais hors antenne, du point de vue finalement du consommateur. Ce qui est toujours intéressant, c'est de se dire d'abord est-ce que ça sert à quelque chose et que une fois qu'on a mis nos poubelles, nos machins, nos trucs et que l'industrie est-ce que finalement c'est pas tout mélangé sur un espèce de tas et ce qui est intéressant, je le disais hors antenne et je le dis à nos invités aussi, de dire que finalement quand on sait le produit qu'on a acheté et qu'on finit par voir en quoi il se transforme in fine, c'est intelligent et peut-être que ça fait réfléchir tout le monde. Oui, je pense que ça permet de lever les doutes, parce qu'il y a encore beaucoup de doutes chez nos concitoyens, en tout cas sur les emballages, sur est-ce que ça sert vraiment à quelque chose. Et nous, on a fait des études sur nos concitoyens, on sait qu'aujourd'hui 40% d'entre eux disent finalement le recyclage, je suis pas sûr que ce soit utile parce que tout finit au même endroit. Ce qui n'est pas vrai, parce que la filière est sérieuse et elle n'est pas parfaite, mais elle est sérieuse, etc. On fait vraiment du recyclage derrière. Mais tant qu'il y a ce doute-là, vous avez raison, ce n'est pas incitatif. Et après, on a eu un sujet aussi sur l'harmonisation de la couleur des bacs, par exemple. Parce qu'en fait, en fonction des endroits où vous trouvez, c'est pas la même couleur de bac, etc. Alors là, les gens me disent, je ne comprends rien à ton truc, là. Et donc, je sais pas quoi faire, donc je le mets dans le bac des ordures ménagères classiques, etc. Donc, on a encore ces sujets. Alors nous, on a des campagnes. Là, il y en a une qui va arriver en janvier, campagne télé, qui dit, OK, si c'est un emballage, ça va dans le bac de tri. Si c'est ta brosse à dents, non, tu la mets pas dans le bac de tri. Mais en fait, ça va jusque-là quand même pour arriver à ce qu'on puisse créer nos filières. Mathieu Hiblot, finalement, vous travaillez dans tous les déchets de chantier, de BTP. Est-ce que tout est recyclable aujourd'hui? Qu'est-ce qui est
plus difficiles que d'autres? Mais en effet, tout n'est pas recyclable, mais il est vrai que beaucoup de déchets sont des véritables ressources qu'on peut retransformer et réinjecter dans le secteur, soit du BTP, soit dans d'autres secteurs. Si on prend l'exemple d'Ecominero, Ecominero traite principalement les déchets, ce qu'on appelle du gros œuvre. Donc c'est celui de l'habitat, c'est de la pierre de construction, des produits en briques, terre cuite, du béton encore. C'est des produits qui sont 100% recyclables. Mais il faut, sur les chantiers, éviter les mélanges. Pourquoi on met le doigt sur le béton en nous disant il faut arrêter le béton dans les constructions, alors que vous me dites que c'est recyclable, à moins que j'ai pas tout compris. Il est vrai que le besoin est important pour entretenir à la fois l'habitat, le développer. On a besoin de construction de logements. Le béton est aussi utilisé dans les infrastructures de mobilité. Donc le besoin est présent, il est croissant, et c'est une ressource non renouvelable. Il est issu de l'exploitation de carrières. Donc on exploite en fait les roches qui sont là dans le sous-sol. Ces roches ne sont pas renouvelables, et donc il y a cette importance de le préserver, et ça fait appel à des technologies qui peuvent être émettrices en carbone. Donc il y a un très très gros investissement qui a été fait par nos industriels qui permet de décarboner les produits et donc de décarboner les bâtiments, et qui donne toute sa place au béton dans la construction. Alors, Geoffroy Sécula, vous dirigez l'entreprise Bourgogne Recyclage pour le surtri. On va parler justement des plastiques. Moi, j'avais vu qu'on pouvait, par exemple, transformer plein de plastiques, comme celui des bouteilles d'eau minérale, en carburant de voiture, qui permettait de faire rouler des moteurs diesel. Comment est-ce qu'on recycle les différents plastiques, donc soit du polyéthylène, haute densité, ceci, cela? Ça marche pas pour les cheveux, Philippe David, je vous le dis tout de suite. Ah bah si, on peut en faire des articles, on peut faire des perruques, je pense, avec ça, non? Expliquez-nous. Je dirais qu'il y a une multitude d'applications en fonction effectivement du plastique dont on parle. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que qu'on parle de plastique ménager ou de plastique industriel, tout plastique est recyclable. Après, il s'agit de le collecter. Et puisqu'on parle d'emballage ménager, il s'agit effectivement de gros volumes, et le fait de mutualiser ces volumes fait qu'on a organisé des filières de recyclage. Et ça, c'est grâce à la concertation on a un tous les acteurs qui sont présents ce soir. Alors pour... je vous reçois. Ça revient, là c'est bon, c'est revenu. Allez-y, c'est revenu. Allez-y. Vous nous entendez ou pas? Bon. Alors je disais effectivement que je vous reçois effectivement. Allez-y. Allez-y. Alors on va tester. Tout plastique est recyclable. On va faire un appel en insert téléphonique. Bougez pas, on va vous reprendre dans un instant. Sylvain Guinaudy, vous êtes coprésident du groupe de travail déchets à l'Association des maires de France et président, je le disais, au syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais de la Haute-Gironde. Votre métier exactement, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi? Qu'est-ce que vous valorisez finalement? Alors pour être précis, nous c'est pas un métier. Le SMICVAL, c'est une collectivité territoriale, c'est le regroupement de communes qui organise la prévention, je l'évoquais tout à l'heure, la collecte et ce qu'on appelle le traitement, mais pas aussi abouti. On est dans un cas d'un centre de tri. Voilà quel est notre métier. Donc nous, on rend le service direct aux habitants. Et dans notre débat là, qui est au demeurant intéressant, il faudrait pas laisser penser que le recyclage c'est la solution. Il y a quand même un certain nombre de questions qu'on peut poser sur l'utilité. Je vous en donne un, moi, par exemple. Est-ce qu'il est utile aujourd'hui d'emballer la boîte de gâteau avec 3 films plastiques? Vraie question. C'est vrai. Et c'est ça les vraies questions. Et tout à l'heure, on évoquait le taux de recyclage. C'est l'anticipation. Vous venez sur l'anticipation en disant on peut réduire pas mal de choses en amont, c'est ça? Et oui, parce qu'il ne faut pas laisser croire que la seule solution, c'est le recyclage. On ne peut pas culpabiliser les habitants de des territoires en disant il faut que vous soyez des meilleurs trieurs. On leur demande déjà beaucoup d'efforts dans plein de domaines, dans le déchet, mais aussi sur l'eau, aussi sur l'école, etc. Donc il faut qu'on soit vigilant à ne pas les culpabiliser. Il faut que tout le monde amène l'effort. Il faut aussi que l'industriel qui met sur le marché fasse aussi cet effort-là. Et quand on parle de taux de recyclage, un taux, c'est une division. C'est la division de ce qui est mis sur le marché par ce qui est récupéré. Ou on joue sur le numérateur, ou on joue sur le dénominateur. On pourrait aussi jouer sur le numérateur et qu'on en mette moins sur le marché. Voilà, c'est aussi comme ça qu'il faut qu'on pose le sujet. Et en tout cas, nous, dans les collectivités, le message que l'on passe, c'est il y a une responsabilité des metteurs sur le marché et elle est aussi importante que l'effort que l'on demande aux habitants de nos territoires pour trier, pour faire attention et pour qu'il y ait moins de déchets au bout du bout. Parce que celui qui paye, c'est ou le consommateur quand il va faire ses courses,
ou le citoyen quand il paye l'impôt. C'est toujours la même poche. Et le rôle des élus, c'est de faire en sorte de moins leur en demander quand c'est pas de leur responsabilité. Alors messieurs, vous bougez pas, puisque du coup avec ce petit problème de son, on a perdu un petit peu de temps. On revient dans un instant, on fait une toute petite pause tranquille et on reste ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et on revient dans ce débat passionnant sur le recyclage. Alors on avait perdu Geoffroy Sécula qui nous On l'a retrouvé parce que maintenant il sera en ligne par téléphone mais toujours en visio. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, on parlait je crois des différents plastiques et des recyclages, c'est ça ? Exactement, me revoilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, tout plastique, effectivement, est recyclable, qu'on parle de plastique industriel ou de plastique ménager. Et je dirais que c'est grâce à l'ensemble des acteurs qui sont présents ce soir qu'on a pu organiser justement la collecte sur les plastiques ménagers. Et ce centre de surprise, il est spécialisé effectivement sur ces plastiques issus du ménage. Alors, on va y retrouver des bouteilles et flacons en polyéthylène. Ces bouteilles, elles permettent de refaire des bouteilles en plastique. On va également retrouver des barquettes en polyéthylène. Donc c'est la barquette de tomates cerises, la barquette de jambon. Donc elles aussi, elles vont partir vers des recycleurs qui refont de la paillette ET pour refaire de la barquette. Et pour les plastiques aussi apparus récemment grâce à l'extension des consignes de tri, on peut parler du polystyrène, donc le pot de yaourt, la barquette en polystyrène. Celle-ci, lorsqu'on a mis en route le centre de surtri en mai 2023, elles étaient acheminées vers des filières de recyclage pour fabriquer des pots de fleurs ou des cintres. Et désormais, elles sont réutilisées en boucle fermée. Ça veut dire qu'à partir des pots de yaourt, on peut refabriquer des produits pour l'alimentaire, donc des pots de yaourt. Et ça, c'est une vraie avancée grâce à toute la concertation qu'il y a pu y avoir de l'ensemble des acteurs. Et très concrètement, on trie grâce à nos 15 machines de tri optique. Donc c'est vraiment une succession d'ingénierie moderne. Et on parlait tout à l'heure de pédagogie. On a également ouvert avec Citeo un espace pédagogique pour montrer justement aux écoliers, pour montrer aux particuliers, aux industriels, comment fonctionne un centre de surtri, vers quelle filière de recyclage ces déchets sont acheminés. On reçoit énormément de monde tous les ans grâce à cet espace pédagogique qui permet de visiter l'usine. Voilà. Et ça, c'est concret et je crois que c'est intéressant de parler du positif de tout ce qui est recyclé en matière plastique. Oui, avec Jean-Charles Caudreau qui est avec nous, un directeur de la supervision des filières à l'Agence de transition écologique. Vous êtes déployé un petit peu partout en France, vous avez des agences partout, même dans les Outre-mer. Est-ce que aujourd'hui, on voit qu'il y avait une difficulté de recyclage et on l'a vu sur les chiffres chez vous, Citeo, c'est difficile en fait d'être équilibré et égaux entre les Outre-mer et le continent, par exemple? Oui, il y a une vraie politique, il y a une vraie problématique, territoriale, à la fois sur l'alimentation de ces flux et sur le retour de ces flux, parce qu'il faut bien voir que les marchés, notamment en Outre-mer, sont tout petits, donc on va avoir du mal à installer une installation du type de celle de Monsieur Sécula sur nos différentes îles et nos différents territoires ultramarins. Donc là, effectivement, il y a une vraie problématique de se poser la question de comment on collecte. Les modes de consommation ne sont pas les mêmes. On est dans un marché moins ouvert, ça reste des tissus, des territoires fermés, alors que sur le territoire métropolitain, on va avoir des échanges transfrontaliers, etc. Donc effectivement, mais il ne faut pas oublier ces territoires. Il y a eu peut-être à une époque, une période où on a été un peu moins actif, un peu moins présent sur ces territoires. Mais il faut reconnaître qu'il y a des gros efforts. Il y a l'État qui a demandé des plans de rattrapage territoriaux à l'ensemble des éco-organismes et on est vraiment sur cette voie. Je voudrais juste me permettre de revenir sur ce qui a été dit juste avant la pause. Oui, on peut rassurer, parce que ça fait partie de notre mission, nos citoyens qu'effectivement on a des filières qui sont vraiment responsables. Notre travail, c'est de suivre, c'est de garantir la traçabilité. Et oui, aujourd'hui, quand c'est mis dans la bonne poubelle, dans la bonne filière, effectivement, les acteurs sont très sérieux et il n'y a pas de remélange derrière. Donc, on peut vraiment avoir confiance dans le dispositif. Par contre, oui, il faut faire et de la sobriété et du recyclage, parce que je suis désolé de rappeler cette forme d'évidence, mais on n'a pas de pétrole en France, on n'a plus de mines d'acier, on n'a plus de mines d'aluminium. Et donc, effectivement, à chaque fois qu'on va consommer un bien, ça nécessite des importations qui viennent de l'extérieur. Et donc, on peut effectivement se dire qu'on pourrait
au travers à la fois de la sobriété sur moins consommer et avec du recyclage, effectivement, se rendre aussi un peu moins dépendant des pays autres qui nous fournissent ce pétrole, cet alu, cet acier qui rentre dans nos différents produits. Comme le rappelait Jean-Charles Caudron, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a encore des idées. Jean Ornin, le plastique, est-ce que déjà c'est économiquement rentable? Parce que collecter le plastique, faut le transporter, l'amener à une usine de recyclage, alors que si on fait, comme on dit, avec des injecteuses du plastique en série, ça peut peut-être coûter moins cher. Est-ce que c'est rentable? Et est-ce que, deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait des plastiques, par exemple, qu'on récupère? Attendez, c'est ouvert. Ouais, non, c'est pas rentable. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, les entreprises nous payent. Il y a bien un coût pour, vous l'avez rappelé, soit pour le consommateur, soit pour le citoyen, pour le collecter, le trier, le recycler, le réinjecter dans les boucles. Donc c'est un coût environnemental, mais qui permet d'éviter de puiser dans les ressources naturelles, d'importer des matériaux, comme vient de le rappeler Jean-Charles Caudron, et globalement quand même, à un moment donné, de dire on protège notre planète. Et on a besoin, et donc c'est un coût, mais c'est un coût nécessaire, et c'est une économie. Je rappelle qu'en fait, sur les emballages ménagers, le recyclage, là, en fait, ça se passe en France à 85%, 15% c'est en Europe. Donc il y a des emplois, que ce soit sur du tri, sur des usines de recyclage, sur la collecte, etc. Donc c'est véritablement une économie circulaire sur les emballages qui permet aussi de développer l'emploi dans notre pays. Oui, mais si on rebondit ce qu'a dit tout à l'heure Sylvain Guinaudy sur le fait d'anticiper et de se dire que les produits doivent être réfléchis à l'avance pour éviter effectivement trop de tri et trop de recyclage. Pourquoi ça ne se fait pas? Mais c'est vrai, en fait, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ouais, franchement, forcément. si on peut les supprimer, supprimons-les. Et donc, les démarches qui sont conduites, que nous on conduit avec les entreprises, c'est ce qu'on appelle des conduites d'optimisation. Alléger votre bouteille. À l'époque, votre bouteille plastique, elle pesait 40 grammes, elle en pèse maintenant 15-16 grammes. Votre bouteille de vin. Maintenant, on arrive à faire des bouteilles de vin en verre qui font 300-350 grammes, alors que c'était 400. Et c'est beaucoup de carbone. Donc, en fait, on peut alléger les emballages, beaucoup d'énergie. On peut en supprimer. Alors, il a parlé de 3 couches, etc. À un moment donné, je parlais, moi, de tout à l'heure, là, du tire-croc des cornichons. Peut-être on peut se passer du petit panier pour aller chercher nos cornichons. Et si on les supprime, c'est 200 tonnes de plastique en moins. Donc, c'est vrai. Mais du coup, ça suppose qu'on change un tout petit peu ou nos habitudes ou notre confort pour pouvoir arriver à réduire. Tout le monde. Et bien évidemment, il faut que tous les acteurs le fassent ensemble parce que sinon, il y en a un qui vendra moins de cornichons que l'autre. Mathieu Hiblot, depuis le 1er janvier, vous avez une obligation de tout recycler sur les chantiers, même les textiles. Alors oui, il y a aussi des obligations en fait pour ces produits qui sont dans l'univers de la maison. Donc des éco-organismes sont spécialisés pour la récupération de ces produits et ça fait partie en effet des nouvelles obligations. Aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a encore eu un changement à partir du 1er janvier parce qu'on a une filière toute nouvelle. Citeo, on l'a évoqué, ça fait déjà plus de 30 ans qui développe ses services auprès des particuliers. Nous, c'est une demande des pouvoirs publics de faire en sorte que les acteurs du bâtiment trouvent des solutions de proximité à côté de leur chantier. Et ça s'est mis en place à partir de 2023. Donc là, on arrive bientôt au 2e anniversaire de la mise en place de cette filière. Et c'est là où on progresse. On progresse surtout dans la structuration du maillage de points de reprise. Ecominero est déjà sous contrat avec 4000 points de reprise sur l'ensemble du territoire, y compris sur les territoires des Outre-mer qu'on vient d'évoquer. C'est extrêmement important qu'on trouve des solutions aussi locales de collecte et de recyclage. Et parfois même des synergies avec les acteurs de l'emballage. Les produits à base de verre sur l'île de la Réunion sont concassés et puis réduits en poudre. C'est une charge minérale comme d'autres et sont ajouté en fait dans la fabrication des bétons, ça sert en fait de correcteur. Donc on a des synergies en fait industrielles et territoriales sur certains territoires comme ceux-ci, où pour nous dans le secteur du bâtiment, le plâtre qu'on récupère aussi sur ce territoire réunionnais, on le réincorpore dans la fabrication du ciment qu'on consomme sur ce même territoire. Donc c'est tout ça qui est en train de se développer en ce moment et qui s'accélère encore cette année. Je trouve ça génial, moi, tout ça. Sylvain Guinaudy, vous êtes coprésident du groupe de travail déchets de l'Association des maires de France, puisque toutes les entreprises et chaque citoyen doit s'engager dans cette transformation. C'est un coût important pour les communes aussi. On sait que les communes, aujourd'hui, en matière de dotation, ça a été compliqué, mais on ne peut de toute façon pas déroger à la règle. Alors on peut d'autant plus pas déroger à la règle que la loi dit que dans le déchet, la fiscalité déchet finance le déchet.
Donc on est obligé d'appeler l'impôt pour financer la gestion des déchets. Oui, ça coûte cher. Sur le syndicat que je préside, ça coûte plus de 150 € par personne pour aller collecter et ramener dans les filières les déchets. C'est en plus compliqué. 150 € c'est par an, hein, on est d'accord. Hein. C'est par an, et il faut multiplier par un foyer, par exemple. Et Bien en sûr. plus, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a ce qu'on appelle une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est construite sur le foncier bâti, c'est-à-dire sur la surface dans laquelle vous habitez. Donc il n'y a aucun rapport entre la quantité de déchets que vous présentez au service et ce que vous payez. Voilà. Juste, je rebondis sur ce que vous dites. Ça veut dire que si le citoyen lambda ne fait pas, entre guillemets, son travail, pour vous, c'est encore des coûts supplémentaires, c'est ça ? Ouais, c'est une évidence. D'accord. Et aujourd'hui, dans le monde du déchet, ce que les gens voient, c'est le camion qui passe devant leur portail, devant leur maison. C'est les déchetteries. Quand ils vont en déchetterie, ils ne voient pas ce qui est extrêmement complexe, la discussion qu'on est en train d'avoir, tous les coûts de traitement que l'on subit. Voilà. Et quand la fiscalité déchets augmente, elle augmente essentiellement, parfois sur des choix de plus de services, mais essentiellement sur des coûts subis, les coûts de traitement, les taxes que l'on paye sur le traitement, l'augmentation des énergies, tout ça c'est directement répercuté sur l'imposition des ménages. C'est pour ça que je dis qu'il faut effectivement mettre en responsabilité tout le monde, et que quand il y a un nouveau produit qui est mis sur le marché, en tout cas c'est ce que dit la loi AGEC aujourd'hui, et je pense au plastique entre autres, il faudrait qu'il y ait déjà la filière de recyclage qui soit mise en place avant de le mettre sur le marché, parce que sinon ça vient à coûter, quoi. Voilà. Geoffroy Sécula, vous êtes dirigeant, vous, de Bourgogne Recyclage. Est-ce qu'il y a, parce qu'on a parlé des dom-toms et notamment du bâtiment, recycler le verre, mais vous, il y a plus d'industrie dans la métropole, hein, c'est quand même une réalité, dans la France métropolitaine. Et quelles sont les principales filières pour racheter tout ce qu'on recycle ? Les filières, je les ai citées effectivement tout à l'heure en fonction des différents plastiques. Ça va être des. Mais il n'y a pas que le plastique, hein. Je ne parle pas que du plastique, hein, généralement. D'une manière plus générale. Bien sûr. Voilà, je dirais, voilà, si on parle de déchets organiques, ça va être du compostage, ça va être de la méthanisation. Si on parle de carton papier, ça va être orienté pour refaire de la fibre de papier dans des papeteries. Les aciers, on refabrique effectivement à partir des ferrailles de récupération de l'acier. Donc, on parlait tout à l'heure de ces déchets qui sont des ressources, mais c'est le cas aujourd'hui. Dans mon entreprise, on collecte à peu près 850 000 tonnes de déchets par an, principalement en région Bourgogne-Franche-Comté, et sur ces 850 000 tonnes, il y en a plus de 92% qui sont orientés vers des filières de recyclage, et seulement le reste qui est du déchet ultime. Donc c'est évident que, et on parlait tout à l'heure de sobriété, nous aussi on est effectivement pour cette sobriété. Notre métier, vous savez, depuis des décennies, c'est de s'adapter aux déchets qui sont mis sur le marché, et la diminution des déchets ultimes fait que ça laisse de la place pour des entreprises de recyclage, justement, pour trouver des nouvelles filières et pour augmenter encore ces ressources qui sont utilisées dans l'industrie. Allez, restez avec nous, on fait une petite pause pour cette dernière partie et on revient dans un instant. C'est les vraies voix responsables spécial recyclage aujourd'hui avec des entreprises qui s'engagent vraiment sur le terrain avec des vrais résultats, et ça c'est très positif. À tout de suite. C'est Patrick Roger, je vous souhaite une belle année, que le meilleur soit avec vous pour vous accompagner en 2025. Bonne année avec Sud Radio. Parlons vrai. La Redoute. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. La sobriété et l'écologie, le recyclage, tout ça c'est intéressant et passionnant quand vous comprenez finalement ce que le petit geste du quotidien finalement génère, en tout cas pour notre monde et notre planète. Jean Ornin, vous êtes directeur général de Citeo, spécialisé, en tout cas une entreprise à mission. Vous travaillez avec des entreprises, vous les guidez, vous leur permettez en tout cas de trouver aussi des solutions. Mais et quand je vous regarde tout, je me dis, ce qui est incroyable, c'est que finalement ces déchets ont créé de l'emploi, ont créé de nouvelles entreprises et vertueuses, beaucoup plus vertueuses que celles qui étaient avant, et ça a changé énormément les mentalités. Oui, alors c'est vrai que souvent on oublie que
il faut qu'il y ait une économie de l'écologie. L'écologie, c'est pas juste un truc, voilà, quelque part, c'est une activité qui génère de l'emploi. Et celle-ci, elle en génère. Et alors, sur les emballages ménagers, elle est très territoriale. C'est-à-dire, c'est de l'emploi local. Oui. Donc, il y a 120 centres de tri en France, ils sont pas ailleurs. Et les solutions de recyclage, elles sont en France ou éventuellement en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique. Mais elles sont pas à l'autre bout de la planète. Et du coup, sur les emballages ménagers, alors de temps en temps, on s'effraie quand on allume la télé, on se dit mais dis donc, il y a les plages de Bali qui sont envahies, etc. C'est pas avec ce que vous mettez dans le bac jaune ici. Ce que vous mettez dans votre bouteille, elle va de verre, elle va revenir une bouteille. Votre canette d'alu, elle va aller dans l'automobile. Votre boîte de conserve également dans l'automobile. Votre carton, il va redevenir du carton d'emballage, là, le carton brun, en majorité. Et après les plastiques, c'est un peu plus compliqué. Il y en a qui retournent dans la bouteille, d'autres qui vont aller dans d'autres applications, comme par exemple aussi celle du bâtiment pour faire des isolants. Mais en tout cas, oui, c'est une économie. Voilà, et quand ça fonctionne, c'est pas parfait. On peut pas prétendre nous aujourd'hui qu'on a tout réussi, etc. Elle est là, la perfection est là. Et on peut pas dire aux gens tout est nickel. En revanche, on avance. Et on va continuer à avancer sur la performance. Jean-Charles Caudron, à l'ADEME, comment est-ce qu'on envisage la sobriété ? Parce que c'est quand même le premier principe. Le produit le plus facile à recycler, c'est celui qu'on n'a pas à recycler. Vous avez 2 heures. Non, la philo, c'est 4. Alors déjà, je vous invite, on a mis en place une plateforme avec justement expliquer ce que c'est la sobriété avec un certain nombre d'informations dessus. Donc j'invite vos auditeurs à aller consulter sur notre site internet, effectivement, notre plateforme sur la sobriété pour bien comprendre les différentes étapes et les différents gestes qu'il peut y avoir autour de la sobriété, et ça évitera que j'y passe 4 heures aujourd'hui. Si on revient dans le domaine de l'emballage, il peut y avoir plein de gestes, il peut y avoir de la réflexion en se disant mais est-ce que je dois acheter que de la portion individuelle quand on est plusieurs? Est-ce que je suis obligé d'acheter du suremballage? Mais est-ce que je peux pas acheter en vrac? Est-ce que je peux pas passer sur du réemploi? Et comme le disait Jean Ornin, en plus quand on va parler de réemploi, forcément ça va être lavé localement, donc ça va refaire de l'emploi localement, ça va être réembouteillé localement ou reconditionné localement. Donc il y a plein de gestes et là on va être toujours aussi moins dépendant, on va dire, des acteurs et de l'importation. Donc il faut avoir vraiment cette notion aussi derrière des autres impacts. On a beaucoup parlé des impacts économiques, vous avez parlé des plages de Bali, l'impact sur la biodiversité qu'il y a à la fois par rapport au site d'extraction des matières premières et de tous ces déchets, parce que quels que seront les efforts qu'on fait, on ne collectera jamais 100%, il y aura toujours des pertes et donc des choses qui vont se retrouver dans l'environnement. Donc il faut vraiment avoir cette notion-là. Le recyclage n'est pas tout. Je vais vous prendre un exemple qui sort du secteur tel qu'on est aujourd'hui. Votre téléphone portable, vous allez dire c'est super, il va être recyclé. Sauf que votre téléphone portable, il va peser quoi? Quelques centaines de grammes, il va falloir 70 à 100 kilos de matière pour le fabriquer. Donc il vaut peut-être mieux que vous le gardiez le plus longtemps possible pour éviter d'avoir ces impacts et pas avoir cette bonne conscience de dire finalement je l'ai changé au bout de 6 mois mais il a été recyclé. Ça n'a pas de sens. Pour ça, il faut éviter l'obsolescence programmée. Mathieu Hiblot, on parlait du produit le meilleur à recycler, c'est celui qu'on n'a pas à recycler pour la sobriété, mais il y a des produits notamment dans le bâtiment qu'on ne peut pas recycler. Qu'est-ce qu'on en fait ? On recherche des solutions. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'en a pas une qui est mature, qui est au niveau de la technologie soutenable au plan économique. Ça fait partie de la R&D. Les éco-organismes y travaillent, investissent aussi dedans. Il y a quelques produits plus spécifiquement ? Moi, à mon échelle, on peut y regarder. On est sur des produits donc de la filière minérale. Oui. On peut avoir aujourd'hui des solutions, et c'est ce qu'on regarde avec des start-up, pour essayer finalement en fait de réduire ces matériaux en poudre. Ça fabrique des nouvelles charges minérales qu'on va réutiliser soit dans l'industrie des métaux, soit dans l'industrie des plastiques. Et c'est ça qui est le devenir. Alors ça va nous prendre quelques années, on va faire de la recherche, on va l'expérimenter. Mais aujourd'hui, on est en association et en partenariat avec des universités, des laboratoires de recherche. Et c'est ça aussi qui nous est demandé dans le secteur du bâtiment, de trouver ces filières nouvelles, notamment pour ces déchets aujourd'hui qui n'ont pas de solution. Et pour revenir aussi à la question de la sobriété dans le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui est extrêmement important de par sa taille. En termes de déchets, c'est environ 21 millions de tonnes. On a peut-être du mal à se représenter ce que représentent 21 millions de tonnes de déchets issus de ce secteur. Mais pour contribuer... Ça représente, je crois, à peu près la production française de maïs en un an.
Possiblement, je crois que les déchets de ménagers, c'est peut-être 5 à 6 millions de... 5 millions de tonnes, donc on voit tout de suite en proportion. Mais quand on dit aussi, en effet, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, c'est de réemployer. Réemployer, en fait, les produits et les matériaux. Alors, on le voit assez facilement. Une porte qui garde encore sa capacité, sa fonction d'origine, on peut la réemployer dans un ouvrage autre. Mais aujourd'hui, on s'intéresse par exemple à des murs en briques, à défaire chacune des briques une à une, et comme ça, pour pouvoir les réutiliser dans un autre mur, dans un autre ouvrage. Et c'est ça aussi l'avenir, c'est vraiment d'investir dans le réemploi, la réutilisation de ces produits et matériaux. On met ce produit dans le cycle du bâtiment, et c'est un très très gros avantage pour le secteur. Est-ce que l'intelligence artificielle, moi j'ai vu des reportages sur la construction par exemple, où finalement on utilisait exactement la quantité qu'il faut pour créer des murs. Est-ce que ça participe aussi d'une manière ou d'une autre à éviter les déchets? Oui, ça c'est un investissement, une recherche qui s'est faite déjà ces 20 dernières années, de faire en sorte que dans les recettes, parce que c'est des recettes de fabrication de ces produits, on consomme le juste nécessaire en termes de constituants. Ça nous a permis, si on reprend l'exemple des bétons, de diminuer finalement l'épaisseur des produits, mais en renforçant aussi leur résistance. Et donc ça contribue finalement à diminuer la consommation de ressources naturelles, et ça profite pleinement à ce secteur dans sa circularité. Geoffroy Sécula, vous, du côté de la Bourgogne, vous avez fait des petits un peu partout en France pour le recyclage, et même dans les dom-toms et ailleurs. Et est-ce que vous enseignez la sobriété, même si c'est théoriquement pas votre première fonction? Et surtout, moi j'ai une question en plus, c'est qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vous faciliter la vie? Alors on est très sobre en Bourgogne. C'est une notoriété publique, surtout du côté de Beaune. Bien sûr. Et dans l'usine en particulier, parce que on a été challengé sur ce sujet. Donc on est vraiment sur des technologies de moteurs IE5 qui délivrent uniquement l'énergie nécessaire pour faire tourner l'usine. On récupère également les calories générées par les moteurs pour chauffer la cabine de tri dans lesquelles les opérateurs vont faire le contrôle qualité. Et on utilise aussi l'énergie électrique sur nos chariots. Donc l'usine a vraiment été pensée en matière de sobriété énergétique, en termes de performance également, parce qu'on va aller chercher du recyclage sur des matières très fines, de 10 à 30 mm, et ça c'est vraiment la précision et les nouvelles technologies qui nous permettent de le faire. Vous parliez d'intelligence artificielle, c'est une vraie évolution aussi pour des usines de tri comme la nôtre, et c'est ce qui permet de faire qu'aujourd'hui, plus de 90% des déchets qui rentrent sur ce centre de surtri sont recyclés. Et pour certains déchets plastiques comme le polystyrène, on est à plus de 95% de recyclage sur les matières qui entrent sur ce centre. Donc ça, c'est une vraie belle évolution qui peut se dupliquer, bien sûr, sur d'autres matériaux. Sylvain Guinaudy, vous êtes dans le Libourdais, on est très sobre également, c'est de notoriété publique, comme l'a dit Geoffroy Sécula, du côté de la Bourgogne. Toutes les collectivités locales jouent vraiment le jeu dans ce domaine? Oui, elles jouent effectivement le jeu. Elles n'ont pas le choix, je crois, surtout. Alors, effectivement, dans le monde de déchets, pour les collectivités, c'est 80% de réglementation. Il faut quand même le garder en tête. C'est pas une politique publique qu'on porte comme on ouvrirait ici une piscine, là une bibliothèque. On est ultra contrôlé. Donc c'est un enjeu qui est majeur. Et comme on le dit depuis le début, la nécessité, c'est effectivement, pour nous tous, c'est la réduction. Dans les déchets, pendant 40 ans, on a mis beaucoup de moyens sur de la technique en se disant « ça va tout changer ». Je pense qu'il faut qu'on ait une forme de bascule aujourd'hui. Continuer à mettre des moyens sur la technique, c'est une évidence. Mais quels sont les moyens qu'on peut dégager pour faire un petit peu moins de technique, et puis accompagner le changement de comportement des habitants du territoire? On le disait, comment on peut consommer en vrac, à prix abordable? Comment on évite d'avoir de l'emballage, du suremballage, comment on fait preuve de sobriété, et si je participe au cours de philosophie, pour moi la sobriété, c'est pas la déconsommation. On peut acheter un morceau de viande sans qu'il soit emballé dans un film plastique. Quelle est l'utilité d'avoir aujourd'hui une banane qui est pelée, mise dans une barquette en polystyrène avec un film en plastique? On est bien d'accord. Et ouais, c'est débile. Alors qu'il y a un truc qui s'appelle la peau de la banane qui la protège naturellement. C'est ça. C'est vrai. Merci beaucoup. Et moi, je vous donne une idée comme ça. S'il y avait un QR code sur ces produits qu'on pouvait flasher en disant poubelle jaune, poubelle bleue, poubelle blanc machin, ce serait tellement simple. Voilà, je dis ça. Je vous donne
nom d'idée. Vous en faites ce que vous voulez. Merci beaucoup Jean Ornin, directeur général de Citeo. Merci Mathieu Hiblot, directeur général, délégué d'Ecominero. Merci beaucoup Geoffroy Sécula, dirigeant de l'entreprise Bourgogne Recyclage. Merci beaucoup Jean Ornin, directeur. Non, je viens de le dire. Jean-Charles Caudron, allez-y. Directeur de la supervision des filières à l'ADEME. Et merci beaucoup Sylvain Guinaudi, coprésident du groupe de travail déchets à l'Association des maires de France et président du SMICVAL du côté de Libourne. Et dans un instant, ça n'attend pas, c'est le foot. Les vraies voix du foot. Bonsoir, là, comme il est italien, lui c'est le calcio. Voilà. Bonsoir tonton Maurizio. Bonsoir à tous, ça va, tout va bien? Ouais, tout nous va bien. On est très heureux. On a appris plein de choses. Oui. On écoutait et effectivement c'est enrichissant. Hein. Ouais. Le recyclage des joueurs de foot, c'est dans les tuyaux ou pas? Avec le mercato, avec un bon QR code, ouais. J'ai entendu parler de QR code. Le menu du soir. Alors le menu du soir, on va revenir sur la déclaration de Didier Deschamps, hein, car enfin après 2026, j'ai pas de parti pris, mais je fais partie de ceux qui sont contents. Et puis voilà, mais bon, on va pas tirer sur l'ambulance. Et puis on a un invité exceptionnel. On a Moustapha Otmani, capitaine de l'équipe de France de futsal pendant 10 ans. Voilà, donc on va avoir une grosse page futsal, mais surtout Didier Deschamps et puis le mercato. Voilà, avec mon équipe, Farid Bouadla qui est là dans le coin, Farid Bouadla, Pierre Grégoire et Moustapha qui sera avec nous. La belle équipe. Allez, merci en tout cas, merci messieurs. On se retrouve demain à partir de 17h dans Les Vraies Voix. Merci à notre équipe formidable, Aude, et puis Maxime, et puis bien entendu toute l'équipe derrière. On vous embrasse et passez une belle soirée. Salut, à demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.